Première question de Marisienne Christine. Monsieur Asselineau, comment faire pour que la France se libère, comme d'autres pays, du dollar comme monnaie d'échange ? Alors, la question qui est formulée, est un peu mérite peut-être d'être reformulée. La France a une monnaie actuellement qui s'appelle l'euro. Cet euro, avec la grande majorité du commerce extérieur de la France, est en euros. Et lorsque nous vendons et achetons à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, aux pays de la zone euro, c'est en euros. Avec d'autres pays du monde, alors ça dépend quelle est la monnaie de facturation. Par exemple, traditionnellement, la monnaie de facturation du pétrole, des produits des hydrocarbures est faite en dollars, c'est exact. Mais ça n'est pas forcément non plus nécessaire. Lorsque, par exemple, on vend les produits français sont vendus au Japon, il y a un importateur japonais, l'importateur japonais, il va acheter des produits en euros, et donc contre le yen, il va passer par le marché d'échange, il va acheter des euros pour se procurer le bien. On ne peut donc pas dire que la France dépende directement du dollar, exclusivement du dollar. Alors ce que l'on peut dire sur le dollar, c'est quoi ? C'est que le dollar, depuis les accords de Bretton Woods, enfin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar a acquis une position extrêmement prééminente qui avait été gravée dans le marbre des accords de Bretton Woods en 1944. C'est-à-dire que le dollar, la monnaie d'un État en particulier, des États-Unis d'Amérique, est une monnaie qui sert de monnaie de réserve et de facturation, éventuellement pour le monde entier. Notamment de monnaie de réserve. Et en réalité, effectivement, ça a été considéré pendant des décennies comme on le disait le proverbe en anglais, as good as gold, c'est-à-dire aussi solide que de l'or. Et pourquoi ça ? Parce que sur les billets de dollars, à l'époque, il était marqué, sur un billet de dollar, il a été marqué « Redeemable in gold on demand at the United States Treasury », ce qui veut dire « convertible en or à la demande » auprès du Trésor des États-Unis d'Amérique, puisque selon un taux de change fixe qui était une once d'or, donc 31 grammes, d'or, était coté, valait 35 $. C'était 35 puis 38 $ l'once. Donc si vous aviez 38 $ dans les années 50, vous pouviez obtenir une pièce de 31,1 grammes d'or. Alors, ceci a duré jusqu'en 1974, avec la rupture des accords de Bretton Woods, après 1971, surtout, lorsque le président Nixon, le 15 août 71, a décidé que le dollar ne serait plus automatiquement convertible en or. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Vous pouvez toujours acheter de l'or avec des dollars. Mais cette fois-ci, vous achetez une matière première qui s'appelle de l'or au prix du marché. Et actuellement, on doit être quelque chose aux alentours de 1200, 1300 $ l'once d'or. Mais vous n'avez plus ce lien automatique entre la monnaie et l'or. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé de 35 $ à 1200 $. Ça veut dire qu'en gros, depuis les années 50, le billet de 1 $ a perdu 98% de 99% de sa valeur. Alors le problème vient de ce que, s'il y a eu cette décision qui a été prise, c'est parce que les Américains, à partir des années 60, ont émis de plus en plus de dollars, notamment pour couvrir leurs déficits commerciaux et le déficit de la balance des paiements courants américaine. Et donc, c'était plus commode pour eux que d'émettre des Treasury Bonds, des bons du Trésor américain, pour couvrir les déficits. Ce faisant, ça revenait à faire ce qu'on appelle la planche à billets. Alors, ne voyez pas une planche à billets où on fabrique des billets. Les billets restent de toute façon une part, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire reste de toute façon une part tout à fait faible, voire marginale de la masse monétaire. En revanche, c'était de la monnaie scripturale, c'était de la monnaie, mais après de la monnaie électronique, qui est créée pour combler les déficits chroniques de la balance des paiements courants américaine. Alors là où il y a un problème, c'est que à partir du moment où il n'y a plus de limite, puisque le dollar n'est plus convertible en or, à un taux fixe, il n'y a plus de limite à ce que les États-Unis d'Amérique créent du dollar. Et ils peuvent donc créer du dollar pour en fait acheter la planète entière. Voilà. Et c'est à peu près ce qui s'est produit à partir dans les années 80-90. Donc le pouvoir numéro 1 des États-Unis d'Amérique, c'est pas son armée, même si c'est l'armée la plus puissante du monde, en tout cas sur le papier, avec des armements extrêmement sophistiqués, mais à des prix absolument phénoménaux, parce que ce sont les marchands de canons qui se font surtout beaucoup d'argent. Il n'est pas sûr que ce soit toujours aussi efficace que le coût que ça représente.
Mais l'arme numéro un, le vecteur numéro un de puissance pour les États-Unis, c'est en effet le dollar. C'est une prééminence tellement écrasante que dans les réserves mondiales, le dollar a fait quelque chose comme, dans les années 60, je crois, quelque chose comme 65-70% des réserves mondiales de toutes les banques centrales. Un des objectifs qui avait été annoncé pour les partisans de la création de l'euro, c'est qu'ils avaient dit, si on crée de l'euro, ça va permettre de concurrencer le dollar et de lutter contre cette prééminence du dollar. En fait, il n'en a rien été. Les dernières statistiques que j'avais vues, ça mériterait peut-être d'être corrigé, mais montraient que c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que si l'on additionne la part que représentait dans les réserves des banques centrales du monde, la part que représentait le Deutsche Mark, la livre sterling, je parle pas de la livre, pardon, parce que c'est pas entré dans l'euro, mais les monnaies qui sont entrées dans l'euro, c'est-à-dire le Deutsche Mark, la lire italienne, le franc français, la peseta espagnole, les scudo portugais, etc. Et si on compare le pourcentage que ça représentait dans les réserves des banques centrales nationales dans les années 70 à ce que représente aujourd'hui l'euro qui s'est substitué à ces monnaies, on s'aperçoit qu'en fait, la part de l'euro est plus faible. C'est-à-dire que non seulement que ça n'a pas contrecarré du tout la prééminence du dollar. D'ailleurs, ça s'explique d'une certaine façon technique. Je suis désolé, mais c'est une question technique, donc je le fais de façon technique, je réponds de façon technique. Ça s'explique aussi par le fait que vous ne pouvez pas créer des réserves de dollars dans le monde si vous avez une balance des paiements excédentaire. Si vous vendez plus au monde que ce que vous achetez, et c'est le cas de la zone euro du fait des excédents géants de l'Allemagne, ça veut dire que les pays étrangers ont du mal à se procurer de l'euro, puisque vous vendez plus que vous n'achetez. Donc les gens, pour qu'il y ait de l'euro qui se répande dans le monde, il faudrait qu'il y ait des déficits chroniques de la balance des paiements courants des États de la zone euro, ce qui n'est pas le cas. Alors qu'il y a des déficits de plus en plus monstrueux de la balance des paiements courants américaine. On est donc arrivé à ce système, c'est que le dollar, l'économie américaine a des déficits de sa balance des paiements courants de plus en plus énormes, parce que les États-Unis font fabriquer de plus en plus de choses dans le reste du monde, et que le simple fait même que ces déficits soient énormes, et donc ça oblige les États-Unis à produire des dollars, notamment sous forme de bons du Trésor américain, ces déficits même sont utilisés par les banques centrales des autres pays du monde pour les thésauriser, et donc faire augmenter la part des réserves dans le dollar. Alors pour conclure sur ces sujets, et c'est des sujets bien compliqués, vous savez que pour ce qui me concerne, j'ai horreur de faire des promesses non tenues. Je ne vais pas vous dire, moi, que si j'étais élu, je ferais ça, pour une raison simple, c'est que je n'en aurais pas le pouvoir seul. La réforme du système monétaire international, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nécessite qu'il y ait un consensus général du monde. Or, évidemment, les États-Unis d'Amérique bloqueront toute réforme qui reviendrait à retirer leur pouvoir de domination planétaire qui réside précisément dans le privilège du dollar. On est donc dans une situation qui est à la fois, tous les experts savent bien qu'on va vers une crise systémique, parce qu'on ne peut pas avoir une masse de dollars qui ne cesse d'augmenter constamment. On ne sait même pas quelle est la masse maintenant, ce qu'on appelle M3, c'est-à-dire la masse de dollars entièrement produite dans le monde. Ça n'est plus publié par les États-Unis, donc il y a quand même un problème énorme. On ne peut plus. Tout le monde comprend bien qu'il va y avoir, comme on dit, il y a quand même toujours une fin au saucisson, n'est-ce pas, ou un proverbe boursier qui dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc il y a un moment, ça va péter. Mais d'un autre côté, c'est aussi vous savez, l'argument américain too big to fail. C'est trop gros pour tomber en faillite. On imagine très difficilement quand même la faillite de la Banque centrale américaine. C'est très très difficile à imaginer. Ça serait une espèce de cataclysme monétaire, financier, économique et au bout du compte social qui frapperait l'ensemble de la planète. Et donc c'est la raison pour laquelle nul ne sait où on va. À la fois on sait que ça n'est pas viable et à la fois tout le monde pense encore une seconde, monsieur le bourreau, parce qu'il faut absolument qu'on continue comme ça. Il y a des pays qui ont essayé de se soustraire à cette malédiction du dollar. On a prêté à Kadhafi justement la volonté d'avoir une monnaie fondée sur l'or. Ça ne lui a pas porté chance. On prête beaucoup à la Russie et à la Chine et aux BRICS de façon plus générale, mais c'est surtout le duopole Moscou-Pékin, l'idée de sortir des institutions de Bretton Woods. Ils l'ont d'ailleurs fait
avec une espèce de banque de développement pour les BRICS, et progressivement de se soustraire à la mainmise du dollar. Mais il est bien évident qu'il y a derrière tout ça un enjeu de pouvoir planétaire absolument fondamental. Absolument fondamental. Et il est bien évident que les États-Unis ont à l'esprit l'idée de faire tout leur possible pour empêcher qu'une monnaie puisse concurrencer le dollar de ce point de vue-là. J'espère avoir été relativement clair et assez exhaustif.